Moi je suis bon. C'est bon? Ouais, je suis dans mon téléphone. On change. Ah ouais? Je mets Ça où, dérange pas si je fume la cigarette? Dans les années 80, au début, Proche avait fait un sketch sur ciné, un réquisitoire des flagrants délires, où il disait qu'il faut vraiment être un bigot militant un peu attardé pour taper sur l'église en 83 comme si on était en 63. Et toi, à cette époque-là, tu faisais l'esprit qui mord, je crois, c'est la même date à peu près. Donc du coup, ça parlait de la religion, mais c'était toi, tu étais la lettre suprême. Ouais. En face de toi, il y avait le peuple, donc les nouveaux défunts qui allaient bientôt être jugés, quoi. Ouais. Et du coup, tu évacuais la question de l'institution. J'ai évacué. La question de l'église, c'est-à-dire de l'institution, n'était pas Ouais. explicitement tapée dessus, c'était plutôt sur la foi et la peur de la mort. Alors moi, je voulais savoir qu'est-ce qui, 20 ans, 25 ans après, t'a poussé à faire l'ordinateur occidental qui affronte frontalement le clergé. Est-ce que tu constatais par exemple une remontée du pouvoir de l'Église, de la religion? Est-ce que t'en avais marre qu'on tape? Non, moi mon but c'est les hiérarchies. Tu vois, une hiérarchie, elle ne peut rien faire. Elle réduit le fonctionnement des cerveaux à quelques cerveaux, n'est-ce pas? Alors que le fonctionnement des cerveaux, c'est pas compliqué. Plus il y en a qui continuent à fonctionner, plus quelque chose fonctionne. Tu vois, c'est une question de nombre. C'est-à-dire que il n'y a pas de cerveau faible et de cerveau meilleur. Tout ça est parfaitement éducatif, quoi. Il y a des cerveaux qui dirigent et qui sont entraînés à diriger vers la connerie, mais à diriger, et d'autres qui sont entraînés à obéir. C'est-à-dire que chaque plus des deux positions est la plus confortable. Tu vois? Et c'est ce confort qui nous réduit le fonctionnement des cerveaux. Un cerveau, il est supposé être limité à la quantité d'informations qu'il a, tu vois, alors que c'est pas du tout évident, quoi. Une hiérarchie, n'est-ce pas, on imagine une foule comme ça, chaque groupe est représenté par un bonhomme qui passe à l'étage supérieur. Alors, ils vont se retrouver un nombre limité de gens à l'étage supérieur, tous les chefs de groupe d'en bas, qui vont élire eux-mêmes quelqu'un, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à quelques-uns au sommet, qui vont prendre les décisions, et qui les prendront évidemment en toute ignorance de cause, parce qu'ils ont la foi, ils ont la croyance dans le bienfait de la hiérarchie. Mais il est évident que si deux guerres comme celle de 14 et celle de 39 ne font pas une seconde douter de l'intérêt des hiérarchies, et donc il faut plus qu'1 milliard de morts alors pour pouvoir les attribuer au phénomène hiérarchique et monétaire, évidemment. Alors, moi, ça m'est totalement égal que l'Église soit plus vilaine ou moins vilaine. Tout ça, c'est des différences d'opinion entre croyants, tu vois. Que le mec croit à la démocratie ou il croit en la hiérarchie. Ils sont les mêmes. Les uns mettent Dieu en haut, les autres mettent un chef d'État, ou 10 chefs d'État, ça n'a aucune importance. Ils n'ont pas d'opinion, en fait. La foi exclut l'opinion, puisqu'elle s'en fout, elle est croyante, elle est seulement croyante. Mais dans cette hiérarchie que tu dénonces dans ce spectacle-là, par rapport à leur foi, justement, tu montres qu'ils n'en ont aucune, finalement. Ah, ils ne croient pas en l'existence de Dieu, mais ils n'y croient pas parce que ça n'est tout simplement pas possible. Parce que leur foi, eux, c'est qu'ils sont au sommet d'une hiérarchie ou près d'un sommet et
et qu'ils visent plus haut. Tu vois? Il n'y a pas moyen, comment dire, c'est pas, quand on croit en la hiérarchie, c'est pas parce qu'on croit au chef. Ben, le président de la République, il existe, tu vois. Mais les gens qui sont absolument certains que la hiérarchie en soi est le seul moyen de s'organiser et est une bonne chose, ça ne veut pas dire qu'ils croient en Sarkozy. Ça veut dire que toi, comme moi, comme lui, on a la foi dans notre culture, c'est-à-dire dans le fait que ce soit la meilleure solution, ou la moins pire, peu importe. Ce qui fait que il n'y a aucune nécessité pour un prélat de croire en Dieu. Il suffit qu'il le parie, que bon, c'est possible que Dieu existe. Possible qu'il n'existe pas, ça n'a aucune importance. Donc ce que tu dénonces concernant le clergé est pour toi valable pour dénoncer n'importe quoi d'autre qui fonctionne. Voilà, c'est surtout ce qui est visé à travers le clergé, c'est surtout les vers qui disent il faut bien qu'un prélat de l'Église partage avec ceux de l'islam, de la démocratie et autres maladies génétiques, l'outrage de n'avoir pu grimper qu'à force d'inertie, d'inertie, de corruption, flatterie et autres chantage d'alcôve, quoi. Il n'a pu grimper que par la foi. Et la foi, donc, lui fournit un... Tu vois, c'est par ailleurs, tout ça suppose, évidemment, de n'avoir pas d'opinion autre. C'est-à-dire, il peut avoir l'opinion qu'il veut, mais de ne pas en faire état. Car ça, c'est l'interdiction de grimper. Si une opinion qui n'est pas hiérarchiste, elle est hostile. Tu vois, donc, tu montes pas. Pour grimper, il faut que tu attestes et que tu avoues, et c'est l'ambition, c'est que tu as la foi. Faut le dire. Ça, c'est une question que je voulais te poser, justement, où à un moment donné, tu dis, quelle peut être l'ambition de ces gens qui essayent de monter dans la hiérarchie? Tu dis, non, même pas foutre en l'air la planète, être dans la photo des hommes supérieurs. Voilà. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que du coup, tu penses que les élites sont façonnées par la société qu'ils aspirent à diriger? Ah ben, par définition, c'est comment dire, façonné. L'intérêt, il est simple pour un bonhomme. Plus je suis haut placé, plus je suis dans le confort. Même si c'est pas vrai à l'arrivée. Hein. Je veux dire qu'il y a des crises cardiaques aussi nombreuses chez les gens qui ont réussi que chez les gens qui ratent. À mon avis, c'est peut-être même plus flagrant. Mais bon, ils sont dans le confort. Ils ont droit à la dignité, à la paye importante, et au fait de pouvoir dire Jocelyne, faut me passer l'aspirateur ici, soyez gentil, s'il vous plaît. Tu vois, ils ont des larbins, quoi. C'est l'honneur. Ils ont des esclaves. Est-ce que je peux te demander de lire, si tu veux bien? Ouais. C'est très court. C'est le passage qui commence de là à derrière. Enfin, tu vas le connaître, mais si des fois tu l'as pas dans la tête. À dès que. Ouais, parce que dans le désordre, je sais pas bien sûr. Oui, dès qu'on parle d'amour, il est impératif de se choisir un Dieu à but non lucratif. Alors, lesquels d'entre eux le sont? Qui pourrait deviner? Ces mystères nous dépassant, dit un auteur, messieurs, feignons d'en être l'organisateur. Tâchons par ce moyen d'attirer l'abonné des centres culturels et du courrier du cœur jusqu'à nos saintes banques par le bout du nez. Oui, c'est important ce passage, parce que il dit rien de faux là-dedans, mais malheureusement, l'argument du profit est un vieil argument qui, contre ces requins, n'a jamais fonctionné. Jamais. Et cet échec est facile à comprendre. En invoquant que les pontifes officiels d'une secte se font d'énormes dividendes, on renforce chez leurs acheteurs potentiels un respect crapuleux pour la soupe qu'ils vendent. Aussi, plutôt que de malmener ces curés en m'appuyant sur les fortunes qu'ils ont faites, je préfère vous inviter à la curée finale d'une chasse édifiante aux prophètes. Quant à cela,
À peine ose-t-on murmurer. Leur talent littéraire est si bien assuré que même des athées frimeurs en redemandent, et de cette cuisine appréciant la purée disent « tout y est faux, mais quelle belle offrande !» Tu vois. Alors moi, ce que je voulais te demander, pour faire un parallèle qui justement ne parle pas du clergé, c'est qu'est-ce que t'inspirait la gauche qui justement va dénoncer les grandes magouilles, les grandes fraudes, les copinages de Sarkozy avec des présidents crapuleux. Est-ce que tu penses qu'au final, ça peut être contre-productif de dénoncer ce genre de choses-là plutôt que d'expliquer le système? Et évidemment, je te demande ça alors qu'on est en période de crise et qu'il y a plein de critiques entre la finance et tout ça, quoi. Ah mais oui, ça n'a... La question n'existe pas pour moi, de savoir si une hiérarchie a raison contre une autre hiérarchie. Ils ne peuvent pas avoir d'opinion puisqu'ils ont la foi dans le principe hiérarchique. Que tu prends l'extrême communiste ou l'extrême droitiste, ils sont des hiérarchistes monétaires. À partir de là, tout ce qui nous fout dans la merde, ils sont d'accord. Tu vois? Donc, on ne reverra pas la question d'une forme d'organisation déhiérarchisée, d'une forme non directive, non bourrage de crâne, quoi. Ils sont d'accord pour le bourrage de crâne. Simplement, ils trouvent que c'est plutôt eux qui devraient être au sommet que Sarkozy. On ne peut absolument pas leur faire confiance, puisque les guerres et les grands malheurs de l'humanité ne sont pas plus imputables à la droite qu'à la gauche. Pas plus. D'ailleurs, Hitler, dont on imagine, ce qui est faux, que la guerre vient strictement de lui, est parfaitement un homme de gauche, tu vois. Pourquoi c'est faux? Hein? Pourquoi c'est faux que la guerre ne vient pas de Hitler? Ah, parce que je lis de temps en temps, et j'ai lu le détail des circonstances dans lesquelles il s'est attaqué à la Pologne, tu vois. Sans le démarrage de la Pologne, on peut dire qu'il n'y a pas d'idée. Or, il se trouve, d'ailleurs sur un livre qui parle tout à fait d'autre chose, c'est-à-dire du vicaire, tu sais, la défense du pape. Il y a le vicaire s'est retrouvé accusé vers 66 dans une pièce qui disait il n'a pas répondu aux plaintes du clergé catholique en Allemagne qui se plaignait des brimades faites à tout le monde. Et il y a un gros livre en défense du pape. Et dans ce livre, tu apprends des choses que tu ignorais totalement, puisque ça sert les intérêts du livre, mais par ailleurs, on ne le raconte à personne. Les circonstances dans lesquelles Hitler s'est attaqué à la Pologne, elles sont entièrement imputables à la France et à l'Angleterre, plus les USA. Tu vois? Ils ont vraiment refusé les propositions d'Hitler, même refusé, même pratiquement sans réponse. Ils n'ont absolument pas réagi à aucune des propositions d'Hitler de désarmement simultané et collectif. Ils n'ont même pas fait une réunion pour se concerter. C'était non. Hors de question. Voilà. Moi, j'en apprends, tu vois, en 2012, j'apprends des trucs incroyables, parce que même si c'est qu'à moitié vrai, ça paraît de l'information complètement officielle. C'est-à-dire que le mec qui fait ça le fait avec tous les documents, les dates exactes, le nom du bonhomme, etc. Quoi. Tu te dis, ah bon, on en était déjà là. Proposition de désarmement simultané et collectif par Hitler, faite évidemment plusieurs fois, un grand nombre de fois, tu vois. Puis d'autres troubles, d'autres ennuis avec la Pologne, qui lui ont fait comprendre qu'il n'y aurait pas d'autre solution pour lui que la guerre, quoi. Je ne sais pas s'il savait je ne sais pas s'il avait déjà l'intention d'envahir d'autres pays que la Pologne, je ne sais pas.
Et du coup, par rapport à justement. Mais il le faisait avec la complicité de la Russie, évidemment. Ah. Pour se partager la Pologne en deux. Chacun, en une petite part chacun. Le fait que. Ça rejoint un peu ma question de tout à l'heure, mais du coup, tu penses que. Tu parles un peu de ça à un moment donné dans ton spectacle, quand le personnage discute avec le clergé, ils lui disent vous pouvez nous faire toutes les critiques que vous voulez, on est vacciné. Ah oui, bien sûr. Tu penses que tant qu'il n'y aura pas un mouvement anti-hiérarchique fort ou quelque chose comme ça, toutes ces critiques ou ces travaux historiques n'auront jamais d'influence positive? Ah oui, non, rien du tout. Non, non. C'est des travaux c'est fait en complicité, quoi. C'est des tentatives pour se choper le pouvoir, pour se choper un pouvoir. Non pas pour se choper strictement par égoïsme, hein, mais pour, en se disant, si c'était nous qui étions au pouvoir, on améliorerait les choses. Or, ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu. Bon, ça s'est vu un petit peu au début de Mitterrand, mais une fois qu'il a chopé le pouvoir suffisamment, tout s'est regâté avec l'horreur africaine, etc., quoi. On veut toujours établir le fait qu'un bonhomme est responsable de ce qu'il fait. Or, ceci ne peut pas être démontré d'aucune manière, quoi. Et en réalité, tout se passe comme s'il n'était pas responsable. Bon, alors, j'avais des questions qui parlaient un peu de ça, de la période 68, mais là, je voudrais rester un peu sur la pièce. Ouais. Il y a un passage sur la Vierge, qui est drôle et que je ne veux pas en parler là pour pas gâcher la surprise, mais du coup, tu aboutis à un passage sur les femmes, et donc qui parle de la place de la femme dans la société. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans d'autres pièces, du coup, pour pas citer celle-là. Je crois que c'est dans L'Esprit qui mord, il y a un moment donné où tu dis, en te moquant des discours de Lacan et tout, je crois, donc tu es Dieu, tu dis « J'ai fait en sorte que la vérité soit facile à reconnaître, ça fait rire les filles ». Il y a un passage comme ça. Ouais. Il y a aussi un passage, alors ça, je crois que c'est dans le, j'ai oublié de le recopier, c'est dans Le droit des hommes courbes, où tu dis les gens ont des petits mots gentils pour les prostituées, mais dès qu'une femme s'offre par amour, alors là c'est en gare à Katamara. Ah oui, c'est important ça. Et tu dis, il faut quand même être sacrément timbré pour avoir plus besoin d'un psychanalyste que du secours d'une beauté indulgente. Du coup, ma question c'était, c'est un peu, est-ce que tu étais autant féministe qu'anarchiste, ou en tout cas, est-ce que tu considères que le rapport aux femmes d'une société donnée en dit long sur cet art? Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop là, parce que ça suppose toujours de dire qu'un ensemble de gens ont une attitude donnée à l'égard des femmes. Mais dans une hiérarchie, tout ce qui se déclenche est le fait d'un espèce de hasard, où personne n'est responsable. On est avec des informations sur des femmes, et puis voilà, on les garde, ou alors on les écarte, mais on en parle. Enfin, tu vois, ça n'a pas de... C'est anecdotique par rapport au fonctionnement. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Moi, personnellement, je trouve un intérêt aux femmes, mais c'est un intérêt qui pourrait les blesser. Je les trouve plus proches, plus proches de l'animal que nous. C'est-à-dire que leur ambition est moins encombrante. Mais bon, je pense qu'il est important de savoir faire le ménage, tu vois. Par exemple, chez moi, je n'ai pas de machine à laver la vaisselle, parce que faire la vaisselle, c'est vraiment nécessaire au fonctionnement du cerveau, quoi. Pendant que je fais la vaisselle, je réfléchis, quoi. C'est facile à faire, je réfléchis à l'ordre des choses, à la phrase que je suis en train d'écrire, tu vois. Et il est plutôt bon que j'ai à faire la vaisselle. Et ben voilà, beaucoup de femmes
font la vaisselle, et ça se voit. Elles nettoient. On a l'impression... Parce qu'il n'y a pas des milliers de fonctions qui sont essentielles à l'animal. Hein. Il y a chasser pour sa nourriture, trouver sa nourriture par tous les moyens, en se servant de son flair, sa ruse, de son jugement, etc. Se nettoyer. Ça sera commun à toutes les espèces, ou changer de peau dans le cas des serpents, par exemple. Se nettoyer, c'est fondamental. Et puis, se protéger du froid. En bâtissant donc sa maison, bâtir soi-même sa maison, son nid, son truc. Voilà. Si on prive un bonhomme de ces trois fonctions, on prend des risques énormes, puisque toutes les espèces vivent de ça, tu vois. Or, ben voilà, notre société arrive, mais elle dispense de la chasse, ou de la recherche de sa nourriture, tu vois. Elle le dispense. Et donc, on va s'apercevoir que les mecs sont obligés, par exemple, de chiner, tu vois, almanach du chineur, chiner, voilà, une occupation qui peut passionner les gens. Construire sa maison, moi je construis des théâtres, j'en ai construit 2, enfin tu vois, en équipe, évidemment, en anarchie. Je pense que ça vous a aidé vachement. Hein? Que c'est d'avoir créé le théâtre ensemble qui vous a donné au début une vraie complicité. Ah non, c'est parce que je me doutais très fort que l'efficacité dans l'anarchie, c'est quelque chose d'énorme. C'est 10 fois à peu près. Quand tu penses au deuxième café de la gare, il n'y avait pas 1 centime dans les poches, hein, parce que l'argent qu'on avait gagné dans le premier, tu penses bien que il partait en jolie petite moto, en tout cas, connerie. Mais on a construit, y compris le toit, hein, déblayé, dans un garage, mais pourri au dernier degré du pourrissement, dans le Marais, un garage de 500 mètres carrés, loué. On a construit un théâtre dans les normes CN 1500 des lieux recevant du public, et donc contrôlé par l'administration implacable des lieux recevant du public. On l'a construit exactement avec la somme qu'il fallait pour faire le plan de ce théâtre. Parce qu'on le sait, parce que un voisin qui avait fini de construire le centre Beaubourg nous a dit: je vais vous faire un devis du prix de revient de tout ce qu'il faudrait, un devis avec un plan idéal, bien foutu, etc. Et je vous donnerai la facture de ce plan. Puis vous ne me le paierez pas, bien sûr, ce serait idiot. Et bien le prix de revient du théâtre fini, dans les normes et tout ça, a coûté exactement le prix du plan, du dessin du plan, et de quelques dispositions prises au démarrage, quoi. Tu vois, c'est te dire. Donc c'est le 10e. Ça veut dire qu'il aurait fallu 300 millions de francs pour le faire, ce théâtre, en hiérarchie. À supposer qu'on y arrive. Et là, il a fallu, en gros, 30 bâtons. Anciens, évidemment. Hein, t'es habitué aux francs.